Bonjour et bienvenue dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, je reçois l'ancien basketteur Didier Gadou. Il a tout gagné avec l'élan béarnais, 7 titres de champion de France, une coupe Corach, 70 sélections en équipe nationale. Le numéro 10, c'est Didier Gadou. Mais derrière les trophées, il y a aussi les défaites, la fin d'une histoire de 40 ans avec son club de cœur et un nouveau départ chez FMS. Dans cet épisode, on revient avec lui sur les hauts, les bas et l'art de tourner la page sans jamais perdre le sens du jeu. Didier, vous arrivez à Orthez à 15 ans pour venir jouer avec l'élan béarnais. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé à Orthez ? Je me souviens très bien puisque c'était peut-être le premier grand déplacement de ma vie, partir des Landes pour venir jusqu'à Orthez. D'un garçon de 15 ans, grand, pratiquement 2 mètres, complexé par sa taille, puisqu'un Landais à 2 mètres, c'était une exception, comme on dit. La seule chose, c'est que j'y viens avec mon frère aîné, donc on est 2. Et puis j'y vais sur un défi, puisque j'ai été recruté, repéré pour ma taille, pour venir intégrer une équipe qui est prestigieuse, celle de l'élan béarnais. À ce moment-là, on pense à quoi ? On se dit je vais avoir une activité sportive et puis le reste on verra, ou je veux vraiment percer ? Il y a un vrai défi sur les attentes qu'on peut avoir auprès de moi, au niveau sportif, mais aussi au niveau scolaire. Et je me souviens toujours d'une question d'un prof de maths qui me dit, dans la classe, il dit, qui a demandé à venir en section ? Et je suis parti sur du brevet, sur un BEP, CAP, micromécanique, et qui a demandé à venir dans cette classe, et qui n'a pas demandé. Et moi, j'étais le seul à lever le doigt. Et tu es venu pourquoi ? Pour le basket. Alors ça fait sourire tout le monde à l'époque. Mais je me suis engagé à la fois dans la notion de mon brevet CAP que j'ai eu, et puis dans le basket où j'ai découvert à Orthez une famille. Très jeune, vous avez obtenu vous avez participé à des victoires, Coupe Corach, championnat de France. Vous avez, je crois, maxi 19 ans. Comment on gère ça à cet âge-là ? Ça a été quelque chose d'inespéré, mais pas forcément. Parce qu'en fait, je jouais à côté de grands champions et je me suis aperçu qu'en arrivant à Orthez, dans les années qui ont suivi mon intégration, pour gagner sa place, j'étais peut-être pas le plus fort, mais j'étais quand même assez malin. J'avais puisé dans mes connaissances sur des valeurs que m'avait inculquées ma famille, ce que j'avais appris aussi de la nature. J'étais un garçon de la nature, un petit peu malin, rusé. Et donc, oui, les victoires sont venues et j'ai su être aussi m'incorporer dans une équipe pour aller vers la victoire, un petit peu le maillon manquant, et c'est ce qui a fait aussi toute ma force, toute ma carrière. Alors, pardon pour le jeu de mots, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « je ne suis pas à la hauteur » ? Oui, parce que quand on arrive, quand on débarque dans le milieu semi-professionnel dans les années 80, on joue avec des adultes. Quand on a 16-17 ans, on joue avec des adultes et ça va beaucoup plus vite, c'est fort. Et on se dit, waouh, la marche à franchir, elle est juste énorme. Comment ils vous accueillent ? Comme un petit frère, comme un sportif, comme un collègue ? J'ai eu Mathieu Bissini qui m'appelait fils, Freddy Fnagel qui me considérait comme un jeune parce qu'il arrivait de Lot-et-Garonne, il avait connu ça, donc il m'a pris comme voilà, un frère aussi. Et puis ceux qui voient un concurrent, puisqu'on est quand même une nation de concurrence. Mais Orthez, c'était une grande famille où les gens restaient très longtemps. Donc on avait une traçabilité, on avait créé cette notion de famille avec des gens en périphérie qui étaient au service des joueurs. Est-ce qu'il y a des moments où on doute, ou en tout cas comment on passe outre ce doute ? Le doute, il vient surtout quand un entraîneur vous fait moins confiance, vous avez du temps de jeu qui diminue, quand vous avez des défaites ou des échecs par la défaite. Donc ça peut effectivement avoir une influence. Et puis on a l'impression qu'on est toujours à la recherche du meilleur de soi. Et parfois, on se dit que même en se donnant à fond, est-ce qu'on va y arriver ? Il faut avoir du caractère. Et j'avoue que j'ai quand même du caractère. Et j'ai toujours de façon, j'allais dire, avec du recul, plutôt intelligente et plutôt malin, me dire voilà, qu'est-ce que ne font pas les autres et que je ferais, que l'entraîneur dirait finalement lui il le fait et il mérite de jouer. Donc je suis venu prendre les intervalles et combler les intervalles, ces vides qui ont fait que l'équipe était très forte. Le basket est un sport collectif. Il y a vraiment un esprit de solidarité ou ça se cultive ? Il a évolué en fonction des années, des décennies. Pour rappel, j'ai 40 ans d'élan béarnais derrière.
Je dirais que la solidarité, la fraternité, on l'a connue tout au début. Pourquoi ? Parce que les joueurs s'engageaient dans le temps. Les joueurs vivaient ensemble. C'est-à-dire qu'on était sur un terrain, on était juste en dehors du terrain sur les pareils de douche, mais on allait manger ensemble, on sortait ensemble, on voyageait bien sûr ensemble. Donc tout ce qui était extra-basket consolidait, je dirais, cette notion d'appartenance à une tribu. Et ça se répercutait sur le terrain puisqu'on gérait beaucoup de la communication en externe pour être performant sur le terrain. Quand on dit ce qui reste dans les vestiaires doit rester dans les vestiaires, est-ce qu'il y a eu des moments de heurts ? Oui, il y en a toujours, parce qu'on peut juger qu'un coéquipier n'a pas su faire la passe alors qu'il a forcé un tir, parce que son copain a été démarqué. Ça fait partie de la vie. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les choses pour avancer. Oui, dans le vestiaire, il se dit des choses qui sont importantes. Pourquoi ? Parce que dans un cadre clos, je dirais qu'aujourd'hui, trop de caméras de télé dans les vestiaires tuent, c'est justement l'expression de tous, parce que les gens ont peur de s'exprimer devant la caméra, et d'ailleurs c'est ce que vient chercher la caméra. Hein. On aimait bien dire, on ne sait pas ce qui se passait dans le vestiaire, mais quand ils sont sortis, c'était des lions. Voilà. Et aujourd'hui, on vient chercher un petit peu cet endroit magique, et moi j'ai connu cet endroit magique où quand on était mené à la mi-temps, où on n'était pas performant défensivement ou autre, on se faisait remonter les bretelles et chacun prenait la parole. Et souvent, c'était parfois incompréhensible, mais on avait monté de 2 ou 3 crans en tension positive. Et c'était quand même des choses, je dirais, qui étaient... oui, il y en a eu plusieurs, mais ça fait partie de la vie. Justement, comment on l'explique qu'à un moment donné, surtout sur le basket, des moments où il y a une adresse parfaite, et puis à un moment donné, plus rien. Oui, on l'explique. C'est d'abord par le travail, mais il y a un sport qui nous ressemble beaucoup, c'est le golf. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le tennis. Enfin, il y a beaucoup des sports d'adresse. C'est vraiment tout ce qui est... ça se joue dans la tête. Hein. Il faut être bien, mais ça passe par le travail. Aujourd'hui, les gens ont compris, ça passe par le travail, c'est avoir cette mécanique qui fait que on va s'obliger sur de longues séries, sur de la répétition. Et souvent, j'ai comparé le basket au patinage artistique de l'époque où il y avait des figures imposées. Et les gens perdaient les titres sur les figures imposées. Et dans le basket, c'est pareil. Il y a des protocoles d'échauffement, il y a des protocoles de tir, de défense. Et c'était des choses imposées où il faut se faire mal, pas que physiquement, mais aussi au niveau de la tête. Et ça construit. Et ça construit. Et le tir aujourd'hui, c'est les gens qui sont forts dans la régularité du tir, c'est ceux qui pratiquent énormément et qui vont jusqu'à un moment donné où ils acquièrent une assurance. Ils acquièrent une assurance et dans l'adversité et par rapport à un public qui peut être hostile. Comment on fait pour rester les pieds sur terre ? D'abord une éducation, hein. Je crois qu'il faut se rappeler d'où on vient et je pense que plusieurs fois il y a eu des mots qui ont résonné dans ma tête, ceux de mon père ou de ma mère et de mes grands-parents qui nous disaient un petit peu que quand on est dans le monde agricole, il faut tous les jours aller travailler la terre et il faut la retourner. Donc c'était des choses importantes et comme j'ai dit, des choses imposées. Donc oui, j'ai beaucoup gagné, mais j'ai toujours eu cette envie de gagner. Qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne, quand on porte des trophées ? C'est jubilatoire sur le début de carrière. Parce que pourquoi ? C'est un aboutissement. Quand on est enfant, on rêve. Et ce rêve, que moi, il est devenu réalité. Quand vous arrivez à 15 ans à l'élan béarnais, quand 4 ans après, vous gagnez la Coupe Corac, vous êtes champion d'Europe à Paris devant le peuple béarnais, à Coubertin, devant les télés en direct à 20h sur la télévision publique. Bon, c'était un rêve éveillé. Mais je me suis aperçu aussi que dans le monde du sport, la page se tourne très 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 vite. C'est-à-dire que le match qui suit est un match important. La joie, elle est de très courte durée. C'est-à-dire elle se situe au coup du sifflet final, elle va jusqu'au vestiaire, mais vous avez une décompression physique, parce qu'il faut retomber. Vous avez un briefing, une synthèse du match par le coach et une joie collective, la douche, et puis bien sûr le contact des supporters. Et puis quand vous rentrez, vous avez un sentiment de devoir accompli, mais il y a toujours le mot dans le vestiaire du coach qui dit « rendez-vous demain à l'entraînement, dans 3 jours, on va aller jouer là-bas ». Est-ce qu'il y a un match qui vous a le plus marqué et humainement, et pourquoi ? C'est le jour où on passe la bague au doigt de Pau, et quand on vient faire le match le 12 janvier 91, premier match devant le CSP Limoges dans le Palais des Sports de Pau, qui nous est construit et dédié. Ce match, c'est le match à ne pas perdre. Le jour d'anniversaire d'André Labarrère, match retransmis, 8000 personnes dans le palais. Et c'est une fierté, j'étais capitaine à ce moment-là,
d'avoir gagné ce match-là, qui était un match bascule pour la suite et la survie de l'élan Bernay. Justement, le rôle du capitaine dans une équipe, c'est quoi ? C'est celui qui absorbe, je dirais, les craintes de ses coéquipiers et qui rassure par sa présence. C'est celui qui rappelle les consignes données. C'est celui qui recadre celui qui peut s'en éloigner. C'est celui qui anime l'équipe aussi, qui se fait le porte-parole auprès de l'entraîneur sur des surcharges de travail. J'ai un souvenir souvent que j'allais voir Michel Gomez à l'époque. J'ai dit voilà, le syndicat s'est réuni, alors que le syndicat, voilà, il demanderait une matinée de repos. Voilà, on crée des liens. Le capitaine, c'est vraiment celui qui a la température parfaite de l'équipe. Voilà. La relation avec le coach, vous en avez connu beaucoup, Oui. avec des profils différents, des personnalités différentes. Comment on fait ? On s'adapte à lui ? Quelle est cette relation ? Un joueur de basket, il a envie de se développer, il a envie d'être performant. Donc il attend d'un entraîneur d'être entraînant. On le dit souvent, être entraînant. Et j'ai jamais pris autant de plaisir, même si j'en ai bavé, c'est d'être accompagné dans ma progression permanente, même quand on gagnait, d'avoir envie de franchir et d'avancer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lors de votre dernier match en tant que joueur ? C'est un soulagement physique. J'étais au bout, il y avait des générations qui arrivaient, les frères Pietrus, Boris Dio, Arthur Drozdov, ça allait vite, ça allait haut, je trichais, j'accrochais les maillots, donc j'ai pris conscience qu'il fallait pas aller plus loin. Voilà, il fallait que je sois honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des jeunes. Les jours qui ont suivi, mon corps me disait merci tous les matins et j'avais l'impression de retrouver une jeunesse, même si je n'étais pas très âgé, de 20 ans. La reconversion, on y pense sur les années qui passent. Et quand on s'en rapproche, j'étais donc international, j'étais donc dans la liste des joueurs de haut niveau. Je bénéficiais de formations dans le monde du sport. La liste de haut niveau ouvre des portes des formations, notamment au monde d'entraîneur brevet d'état du basket. Et je suis sorti diplômé donc dans un monde que je connaissais parfaitement, qui était le basket. J'avais toujours en tête que j'avais toujours mon BEP CAP micromécanique, qui m'a donné qui m'a appris beaucoup de choses sur la précision, le respect, le timing, les choses millimétrées au micron. Mais je me suis préparé dans la reconversion via le monde du sport. Je suis tombé dans ce qu'on appelle, ce que je combats un peu aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évidence. Vous étiez un joueur titré, vous passez votre diplôme d'entraîneur et vous êtes dans un entourage où les gens se disent voilà, lui, il peut être l'entraîneur de demain. Et je viens prendre la place de quelqu'un qui m'était cher, qui était Fred Sarr, qui avait 3 titres. Et on me confie à la mi-saison de l'équipe de l'élan Bernay. Et oui, il y a un titre d'entraîneur professionnel à ce moment-là. Je découvre aussi l'envers du décor. On fait ce qu'on appelle les 3 enveloppes. C'est-à-dire que quand vous arrivez entraîneur, on vous remet 3 enveloppes et on te dit, voilà, c'est un problème, première enveloppe, tu l'ouvres et il y a écrit dedans, les Américains, ils sont nuls, donc tu critiques les joueurs américains. Si tu as un souci de perdre quelques matchs, tu ouvres la seconde enveloppe, tu commences à critiquer, je dirais, que les conditions de déplacement ne sont pas bonnes ou ce que tu veux, donc tu dis voilà, les joueurs récupèrent pas assez, puis à la 3e enveloppe, quand tu l'ouvres, quand tu perds encore des matchs, il y a écrit prépare à 3 enveloppes, quoi. C'est ce système-là, quand on est entraîneur, on sait qu'on est proche, voilà. Et au bout de 3 saisons, j'ai été remercié, malgré un nombre de victoires conséquents, des classements, mais bon, c'était l'élan, il fallait qu'on soit toujours au top. J'ai grandi avec l'élan, avec tous les gens qui entourent l'élan, et ça a été une déchirure. Parce que celui qui m'a gentiment remercié à l'époque était celui qui m'avait fait venir, qui était le président historique. C'était mon père adoptif, mais ça m'a renforcé. Je suis quelque part un dur à cuire. J'internalise beaucoup mes sentiments. Ça m'a challengé pour la suite. J'ai rejoint le cabinet de l'ancien basketteur qui était Jean-Luc Ducanis. Et derrière, oui, je reviens donc avec Claude Bergeau à la présidence du club sur l'après-André Labarrère. Sur l'après-André Labarrère. Et puis je fais pratiquement 1 an et demi à la présidence et je deviens pendant 14 ans après directeur général. Ça m'a été reproché parce que dans ce monde-là, dans le monde professionnel, on a beaucoup de jaloux. On vous trouve et on pointe du doigt beaucoup de vos défauts. On m'a reproché, dans mon cadre d'autodidacte, de ne pas être diplômé, de ne pas avoir. Et ce qui était pour moi assez rigolo par la suite, c'est que je me suis aperçu qu'on est plus reconnu par le monde extérieur que par le monde intérieur. Il a fallu que je me forme, que j'aille vite me former, que je m'entoure. Et prendre un héritage où on vous dit quand on le prend, il y a du bon et du mauvais, et il faut rien dire, il faut juste avancer. Chose que j'ai fait aussi, voilà.
de mon mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux. Vous avez passé en tout 40 ans, quasiment, au sein du club. Et puis un jour, on vous a dit merci et au revoir. Déjà, comment vous l'avez vécu ? Très mal dans la manière, parce que j'ai toujours été loyal. C'est la période d'arrivée du groupe CSG, les Américains. Franchement, j'étais trahi. Voilà. Mais ça fait partie de la vie, j'ai appris. Trahi par des proches, par des gens pour qui j'avais beaucoup d'amitié et de reconnaissance. Donc j'ai pas été bien physiquement. J'ai passé une période où je me refusais d'aller au conflit pour le club, pour ma famille, pour les biens. Donc il fallait que le coffre-fort il reste bien fermé, mais il fallait que dedans ça boulinait beaucoup. Donc voilà, c'est une période très difficile, très très difficile. Je pense que le basket, à un certain niveau, a perdu les pieds sur terre. On est décorrélé de ce qu'aujourd'hui je ressens. Il y a un système sur lequel je ne me reconnais plus. Voilà, c'est un système aujourd'hui qui est vraiment lié à une identité. Il y a peut-être un club aujourd'hui sur lequel je me reconnais, c'est le Basketland féminin. C'est assez rigolo d'ailleurs. Mais j'y reconnais un petit peu l'esprit cathédral que j'ai connu à Orthès, même au Palais des Sports dans certaines années, dans les premières années. Donc le système aujourd'hui du sport pro en général. Ben, il tient qu'avec des personnes qui ont envie d'aider le territoire. Et ces gens-là, il faut les remercier. Là, je ne suis plus en capacité. Ça ne vous manque pas ? Non. Je suis passé à autre chose. Vous avez rejoint une entreprise qui s'appelle FMS. C'est quoi exactement FMS ? Alors, c'est une société sociale et solidaire, société entreprise adaptée. Un vrai défi, d'une main tendue par Cyril Guessot et Fabrice Abadia, les deux créateurs, qui étaient partenaires de l'élan Bernet. En sortant de l'élan Bernet, j'ai candidaté à Paris 2024. J'ai candidaté dans un club de rugby pour la gestion du stade en dehors des événements sportifs. On m'a dit, tu as une plusieurs à 35 ans, tu as tout ce qu'il faut, mais tu es trop calibré. Et je me suis trouvé confronté à mon âge. 56 ans, j'étais un senior. Moi qui avais toujours l'impression d'être le petit dernier d'une famille dans le monde du sport, je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi accepter des défis. Et puis la main tendue, c'était une reconnaissance aussi de ce que pouvaient percevoir des personnes, et c'est notamment Cyril à ce niveau-là. Et puis j'ai dit banco, on y va. Et puis j'ai découvert des challenges, des nouveaux challenges, des vrais challenges où ce que j'ai appris dans le sport m'aide énormément. Et aujourd'hui, je suis directeur commercial de la partie logistique. FMS, c'est une entreprise sociale et solidaire qui a 5 pôles, donc de l'informatique, de la logistique, au monde textile, au monde du second œuvre et au monde, je dirais, de la partie académie. Donc aujourd'hui, j'ai une mission qui est pour moi qui m'a fait accepter. C'est ma mission aujourd'hui, c'est de garder une ligne de production et de créer de l'emploi. Donc je recherche des clients pour garder la structure et la développer. J'y trouve un vrai très beau challenge. Quand un match de basket ou un match de sport se termine, on peut refaire le match, mais en fait, une fois que c'est plié, comme je vous le disais déjà, on se projette, il faut se projeter sur le chose. Et puis, ce que j'essaye de dire aussi souvent dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il faut délester les caravanes, quoi. C'est bon, on apprend des erreurs très rapidement, mais il faut arrêter de broder sur le passé. Ce qui est de bon est devant. Une fois que tu as compris que l'échec il va te permettre d'être meilleur, il y a des analyses à faire bien sûr, mais il faut toujours regarder devant. Qu'est-ce qui vous stimule aujourd'hui ? La réussite, le challenge. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup de trophées, vous l'avez dit, des titres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de gagner des titres pour toute l'équipe FMS, pour l'ensemble. C'est ça qui me challenge. J'ai juste envie de faire que le club, la société, il soit en haut. C'est ça le challenge. Est-ce qu'il y a des ressorts que vous utilisez pour développer cette énergie ? J'ai toujours dit, j'essaie de trouver l'endroit, comme me dit un ami, c'est où est-ce que mon futur client, mon client, a une épine dans le pied, et comment je vais faire pour l'y enlever, pour être la solution qu'il attend. Voilà. Avec tout le recul, avec toute l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune de 15 ans, soit qui veut faire une carrière de sportif, soit qui rentre prochainement dans la vie professionnelle ? Alors, à un sportif, je lui dirais qu'il a le droit d'avoir un rêve, d'accord, mais qu'une vie, ce rêve-là, souvent, ça ressemble à un chemin, mais que la vie, c'est pas simplement un chemin,
c'est un chemin avec des croisées de chemin. Et chez un sportif, il peut y arriver une blessure qui va l'obliger de bifurquer. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une fin de carrière qui va lui donner un autre chemin à suivre. Donc c'est de s'ouvrir un petit peu et anticiper ce qu'il peut trouver au bout de chaque issue, chaque chemin. Et quelqu'un qui rentre dans la vie active, c'est de s'investir dans la vie active. C'est dès le plus jeune âge être dans le monde associatif. Il faut aller comprendre ce qui se passe dans la vraie vie. Il faut se mettre au contact des personnes qui ont 20, 30, 40 ans de plus, qui vont lui partager des expériences, qui vont peut-être le motiver, qui vont peut-être le démotiver sur des ports de charge, sur des pénibilités, de la mobilité. Mais il doit s'imprégner très rapidement parce que ça va lui faire gagner du temps. Aujourd'hui, nos jeunes sont beaucoup sur de la théorie. La vraie vie, c'est la pratique. Qu'est-ce qui vous a le plus construit dans votre vie, les victoires ou les défaites ? Les deux, mon capitaine, parce que bien sûr, on apprend des échecs, mais j'ai beaucoup gagné. Et la victoire, parce que j'ai tout fait pour rester, je dirais, avec mon équipe, avec mes coéquipiers en haut. Ce podcast s'appelle l'état d'esprit. Quel est votre état d'esprit ? Celui d'un leader, celui d'un quelqu'un qui veut des défis et les relever chacun les uns après les autres. Merci Didier pour ce moment d'échange. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à découvrir les autres conversations de l'état d'esprit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Apple, Google ou encore Ocha. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.